Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cette phrase de Voltaire ouvre le roman visionnaire d'Aldous Huxley. Un monde où les bébés naissent en laboratoire, où le bonheur est obligatoire, où l'amour, la famille, la douleur n'existent plus. Bienvenue dans le meilleur des mondes, le podcast qui explore l'une des dystopies les plus glaçantes du XXe siècle et peut-être la prophétie la plus proche de notre réalité. Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des extras assez forts du meilleur des mondes. Oui, d'Aldous Huxley. On se base sur des passages que nous a fournis un auditeur ou une auditrice, c'est ça? Exactement. Et on va suivre John, celui qu'on appelle le sauvage. Son arrivée, son expérience dans ce monde civilisé, mais tellement conditionné. Hmm. L'idée, c'est vraiment de voir ce choc. Le choc des cultures, des valeurs à travers ses yeux, et puis ses interactions avec les autres personnages. On pense à Bernard, Lénina, Helmholtz. Tout à fait. Et ça démarre sur les chapeaux de roue avec une confrontation publique. Ah oui, le directeur du centre d'incubation, il veut coincer Bernard Marx. Voilà. Il veut le dénoncer publiquement parce que Bernard est trop individuel, pas assez conforme. C'est un crime là-bas. L'orthodoxie avant tout. Mais Bernard, il a une carte dans sa manche. Oh que oui, il ramène Linda, une femme du centre qui avait disparu dans la réserve sauvage des années plus tôt. Et leur fils, John, Il les présente comme ça devant tout le monde. en plein centre. Et exactement. Imaginez le tableau. Linda, déjà, elle a vieilli, elle n'est plus pneumatique. Ça heurte leur obsession de la jeunesse éternelle. Et puis John, Alors là, c'est le coup de grâce. John, il tombe à genoux devant le directeur et il crie « Mon père ». mon père, le mot interdit. Totalement obscène pour eux. La reproduction est industrielle, la famille n'existe plus. C'est presque une insulte scatologique pour l'auditoire. L'effet doit être dévastateur. C'est l'hilarité générale. Humiliation suprême pour le directeur. Il démissionne, ça pose d'emblée le fossé. Les liens naturels sont monstrueux pour eux. Quelle entrée en matière pour John. Du coup, il devient célèbre. Ah oui, il devient la curiosité, la coqueluche de Londres. Mais sa mère, Linda, Elle, c'est différent. On la rejette. complètement. Elle rappelle trop la vieillesse, la maternité, tout ce qu'ils ont aboli. Alors elle se réfugie dans le soma, Le fameux soma, cette drogue. omniprésente. Le bonheur en bouteille, quoi. Pour oublier, pour ne plus sentir. C'est un congé de la réalité. Un congé définitif même. Oui, le médecin le dit très clairement, ça la tuera vite, et c'est pas plus mal. Glaçant comme vision utilitariste. Et pendant ce temps, John, lui, on lui fait faire le tour du propriétaire. La civilisation. C'est ça. Visite de l'usine où on fabrique les humains à la chaîne. Les fameux groupes Bokanovski. Le clonage en masse pour créer des castes identiques. La base de leur stabilité. Et John, face à ça, il cite Shakespeare. Ironiquement, bien sûr. Au nouveau monde admirable. Il doit être écœuré. Physiquement malade, oui. Il vomit. Ce dégoût, on le retrouve aussi face à leurs loisirs. Le cinéma s'entend. Les philies. Exactement. Des films où on ressent tout physiquement. Des sensations brutes, superficielles. Le Nina, elle, adore ça. Mais John, Lui, il trouve ça vil, ignoble. Sa sensibilité nourrie aux tragédies, aux émotions complexes de Shakespeare, elle peut pas encaisser ça. ça crée forcément des tensions dans ses relations, avec Bernard Marx par exemple. Ah, Bernard. Il utilise John pour se faire moucher, pour devenir populaire. C'est un peu son trophée. Mais ça ne dure pas. Non, parce que John refuse de jouer les singes savants dans les soirées mondaines. Du coup, Bernard redevient frustré, amer. Il y a aussi Helmut Watson. Lui, c'est différent. Oui, Helmut, c'est l'intellectuel du groupe. Il écrit, il sent qu'il manque quelque chose. Il a une vraie connexion avec John au début. La poésie, Shakespeare. Il partage ça. Il partage les mots, la puissance du langage. Mais Il y a un mur. quand John lui lit Roméo et Juliette, Il ne comprend pas, hein. il admire la beauté des vers, mais l'histoire, des parents qui s'opposent. Un amour exclusif, le mariage, ça lui fait éclater de rire. Ça lui semble complètement absurde, presque, comique. Ça montre à quel point le conditionnement est profond. Même les émotions fondamentales sont incompréhensibles. Tout à fait. Et la relation la plus explosive, c'est avec Lénina. Lénina Crown. Le produit parfait de cette société. Exactement. Elle est attirée par John, ce côté différent, mais elle ne comprend absolument pas ses valeurs. Pour elle, la liberté sexuelle, la promiscuité, c'est la norme. C'est même encouragé, Alors quand elle essaye de le séduire, évidemment.
de manière très directe, en se déshabillant devant lui, ce qui est parfaitement normal pour elle. Pour John, c'est une agression. Une agression morale terrible. Ça heurte son idéal d'amour romantique, de pureté qu'il a puisé dans Shakespeare. Et il réagit violemment. D'une violence incroyable, oui. Il est horrifié. Il la repousse, il l'insulte en citant Othello. Catin, impudente courtisane. Le choc total des visions du monde. L'incompréhension absolue. Lui la voit comme le symbole de la décadence. Elle ne comprend juste pas sa réaction, elle a peur. Il n'y a aucune communication possible. Et tout ça se déroule avec, en arrière-plan, la philosophie de ce monde. On voit l'administrateur mondial Mustapha Meunier. Oui, qui explique pourquoi il faut parfois censurer la science, la vérité, si ça risque de troubler le bonheur collectif et la stabilité. Le bonheur et la stabilité avant tout, même si c'est au détriment de la vérité ou de la profondeur. Exactement. C'est ce système de valeurs que John refuse en bloc. Donc, ces extraits, ils illustrent vraiment ce fossé entre les valeurs de John, la passion, la souffrance acceptée, la vérité, l'amour unique, un héritage presque classique shakespearien. Et de l'autre côté, cet hédonisme contrôlé, ce conditionnement qui refuse la complexité et les émotions fortes au nom d'une stabilité. Un peu vide, peut-être. Le dialogue est impossible. Ce qui nous amène, et c'est la question que soulèvent ces textes, je crois, si une société atteint ce genre de stabilité, ce bonheur un peu plat, en éliminant la souffrance, l'art complexe, les liens profonds, la vérité qui dérange. Qu'est-ce qu'elle a vraiment gagné? Et qu'est-ce qu'elle a perdu d'essentiel, d'humain? Quelle forme de bonheur est vraiment souhaitable finalement? C'est la grande question, non?